Nous allons commencer justement pour parler de ce négationnisme d'État et de ses mécanismes avec Christophe Bourseiller, à qui je cède la parole. Alors bonjour. Alors d'abord, moi je crois qu'il est important, compte tenu de l'état de mes recherches, moi je m'intéresse depuis longtemps, comme vous le savez peut-être, au phénomène, au mouvement minoritaire. Je m'intéresse au négationnisme en tant que rumeur sous-culturelle ou contre-culturelle qui traverse nos sociétés depuis de nombreuses années. Et en ce qui me concerne, je pense que j'ai tendance à poser par rapport à ce sujet-là un cadre qui est de faire une séparation entre, d'un côté, ce qu'on appelle le révisionnisme historique, et de l'autre, le négationnisme. C'est-à-dire qu'il y a depuis longtemps des historiens ou des gens qui s'intéressent à l'histoire et qui se posent en opposant par rapport à une vérité historique officielle. Et ils ont souvent raison. C'est-à-dire qu'ils observent souvent que dans de nombreux cas de l'histoire de France, aussi bien le tombeau de Napoléon que la Première Guerre mondiale, par exemple, c'est souvent la vérité des vainqueurs qui prévaut. Donc c'est vrai qu'il est important d'aller travailler, de chercher les textes et que souvent on ébranle des vérités admises. On voit bien que dans un conflit, tout le monde n'est pas gentil ou méchant. Il n'y a pas le gentil d'un côté, le méchant de l'autre. On voit bien que les mouvements de l'histoire sont des mouvements ambivalents. Et puis vous avez le négationnisme. Alors le négationnisme tel que moi je le conçois, c'est la négation de la Shoah. C'est-à-dire le négationnisme, c'est un phénomène tout à fait particulier. Alain Finkielkraut parle de la forme moderne de l'antisémitisme ou de la forme contemporaine de l'antisémitisme, du visage nouveau de cet antisémitisme. Et donc le négationnisme, c'est un phénomène tout à fait particulier qui prend son essor sur une multiplicité de sources, si vous voulez. L'une de ces sources étant le révisionnisme historique. Alors très rapidement, pour essayer de vous démontrer, si je puis dire, ce que j'essaie d'expliquer, on voit bien que la Deuxième Guerre mondiale se termine, comme vous le savez, en 1945 et qu'immédiatement, des rumeurs commencent à se propager dans ce domaine qui, moi, m'intéresse, qui est ce grouillement sous-culturel. Et là, il y a une rumeur négationniste qui démarre tout de suite. Mais cette rumeur négationniste, elle est évidemment, qui s'en étonnerait, le fait d'anciens nazis, qui évidemment essaient de dire mais on n'était pas si coupable que ça, on n'a pas fait grand-chose, les juifs exagèrent. Enfin, vous connaissez évidemment tout ce discours tenu par des gens comme Maurice Bardèche et quelques autres. Et puis arrive très rapidement un personnage inattendu, Valérie Gounet pourra vous en parler tout à l'heure, qui est Paul Racinier. Alors ce qui est intéressant avec Paul Racinier, c'est qu'il ne vient pas du nazisme, il ne vient pas de la droite, il vient de la gauche. Alors il ne vient pas non plus de la gauche extrême gauche, il vient de la gauche socialiste, pivertiste. C'était un pacifiste avant la guerre, il a fait partie de tout ce courant pacifiste, qui souvent d'ailleurs, pour beaucoup de pacifistes, se sont ralliés à la collaboration ou au pétainisme. Mais Paul Racinier, ce qui est intéressant, c'est qu'il part du révisionnisme historique. C'est-à-dire qu'on a tendance à oublier que son tout premier livre, Le mensonge d'Ulysse, ce n'est pas un livre négationniste. C'est un livre dans lequel il veut prendre le contre-pied de ce que disent les historiens officiels sur la Shoah. Donc il dit, oui, mais alors attendez, moi je vais préciser, et c'est un livre qui est un livre bizarre, ambigu, ambivalent, inquiétant, mais qui n'est pas un livre qui nie le génocide. C'est après, à partir du deuxième livre, Ulysse trahi par les siens, que Paul Racinier va basculer dans le négationnisme. D'ailleurs, un négationnisme qui est un antisémitisme ouvert, puisque un de ses livres, les responsables de la Seconde Guerre mondiale, il explique que c'est les Juifs qui ont voulu la guerre, ils sont responsables de tout, qu'Hitler n'a fait que se défendre en quelque sorte. Donc il est véritablement dans cet univers-là. Et là, ce qui est intéressant, c'est que finalement, dans les années 50, 60, et on va dire jusqu'au milieu des années 70, c'est une période très longue, cette espèce de rumeur conspirationniste, cette espèce de rumeur négationniste, elle est le fait de l'extrême droite néo-nazie, classique, qui pourrait s'en étonner. Donc il y a des brochures qui sortent, des petits journaux que personne ne lit heureusement, ou qui s'échangent comme des revues porno sous le manteau. Et puis à côté de ça, il y a à gauche, alors cette idée qui se répand. Et alors qui abrite les idées négationnistes dans cette période incertaine des années 50 et des années 60? Les anarchistes. Mais nul ne doit s'en étonner, parce qu'il faut savoir que quand on voit l'anarchisme d'aujourd'hui, qui est très politiquement correct, en tout cas dans sa formulation d'anarchisme officiel, il ne faut pas oublier que dans les années 50, par exemple, l'anarchisme militant, enfin, c'était le lieu d'expression des dissidences troubles.
C'est-à-dire que, par exemple, vous aviez dans les livres... Moi, je suis allé, dans mon très jeune âge, évidemment, déjà chercher les brochures, acheter les brochures qu'Eliette Bess me vendait à la librairie de la Fédération anarchiste rue Ternaux, dans le 11e, pas très loin d'ici. Donc j'avais 11 ans, vous voyez, donc j'étais très précoce dans cette quête. Et par exemple, on trouvait dans les librairies anarchistes des ouvrages pédophiles, par exemple. Et c'était tout simplement parce que les pédophiles étaient pourchassés, on les appelait les pédérastes, c'est comme ça qu'ils se définissaient. Il y avait un livre, je me souviens, sur la camaraderie amoureuse, enfin, qui était vendu. Et c'était quelque chose qui était... Les anarchistes étaient ceux qui protégeaient tous ces dissidents que tout le monde réprouvait. Ils protégeaient les réprouvés. Et donc, voir arriver un type un peu bizarre, il faut bien dire, qui était Paul Racinier, qui disait le contraire de tout le monde, qui avait été exclu du Parti socialiste à cause de ses positions incroyables, ce n'était pas gênant en quelque sorte. Et donc Paul Racinier a bénéficié d'un statut tout à fait particulier, c'est-à-dire alors qu'aujourd'hui on parle beaucoup du mélange des genres entre l'extrême droite et l'extrême gauche, dans les années 50 et 60, il s'est permis d'écrire aussi bien dans des revues d'extrême droite, comme Rivarol ou d'autres, que dans des revues d'extrême gauche anarchistes. Et alors, l'histoire officielle dit qu'il a été exclu de la Fédération anarchiste et qu'ensuite il a rejoint un groupuscule qui s'appelait l'Alliance ouvrière anarchiste, qui a disparu, enfin qui a redémarré récemment. Enfin bref, mais en réalité, ces textes ont continué à se répandre dans la presse anarchiste presque jusqu'en 68. Et dans des revues de toutes sortes. Par exemple, il y a une très bonne revue anarchiste qui paraissait dans les années 60, novatrice, une revue moderniste qui s'appelait Noir et Rouge, dans laquelle écrivait aussi Daniel Cohn-Bendit, puisqu'il en était l'un des animateurs, et Racinier a écrit dedans. Il y a des textes de Racinier, voilà, par exemple. Donc, alors, on est dans un grouillement bizarroïde. Et puis il y a une césure en 1978, lorsqu'il y a un groupuscule ultra-gauche qui décide de s'emparer de l'idée négationniste, de cette rumeur négationniste, pour en faire un cheval de bataille politique. Donc là, on entre dans une période historique qui est close aujourd'hui, mais dans une période historique longue, dans laquelle on voit des gens, alors là, qui sont des intellectuels marxistes, anti-léninistes, qui ne sont pas, alors c'est très curieux, parce qu'ils ne sont pas anti-sionistes. C'est le paradoxe, parce que toute leur rhétorique va dans le sens du combat contre Israël, et néanmoins ils ne sont pas antisionistes, puisque eux ils sont dans une espèce d'attitude marxiste rigide qui consiste à dire les prolétaires n'ont pas de patrie, donc on est contre tout État, donc nous on n'a aucune raison de soutenir spécialement l'État palestinien contre l'État israélien, puisqu'on veut détruire tous les États. Et donc ils sont dans quelque chose d'assez paradoxal, mais ces militants-là, eux, considèrent leur analyse politique, c'est de dire nous sommes dans une société démocratique, faussement démocratique, disent-ils évidemment, bâtie sur un consensus, et sur ce consensus, c'est le point central du consensus démocratique, c'est la Shoah. C'est-à-dire faites exploser la Shoah, expliquez que la Shoah n'a pas eu lieu, et à ce moment-là, on verra bien qu'il n'y a pas de différence entre la démocratie et la dictature. Donc, finalement, le capitalisme triomphe partout, et peu importe Hitler ou De Gaulle, c'est pareil, puisque dans tous les cas, les travailleurs vont à l'usine, et d'ailleurs, c'est la fameuse brochure Auschwitz ou le grand alibi qui est publiée par une secte bordiguiste en 1962, qui dit, mais finalement, le vrai génocide, c'est les travailleurs qui vont dans les usines tous les matins, et c'est bien plus dur qu'Auschwitz. Voilà, en gros, c'est l'idée qui est sous-tendue par cette brochure, qui vise évidemment à relativiser le génocide. Et donc vous avez cette période historique qui est très longue, dans laquelle cette rumeur négationniste sous-culturelle, qui s'est toujours répandue par des toutes petites brochures, se voit propulsée par des théoriciens. Donc là, on en parle énormément, comment dirais-je, les ultra-gauches, puisqu'ils ne sont pas d'extrême-gauche, mais ultra-gauche. Vous savez, très rapidement, vous avez l'extrême-gauche est un ensemble de courants politiques qui sont à gauche de la gauche, comme leur nom l'indique, et l'ultra-gauche, c'est l'un de ces courants. C'est assez compliqué, mais voilà, c'est un de ces courants minoritaires, ultra-minoritaires, qui fait la critique du léninisme, qui fait la critique d'ailleurs de l'extrême gauche, en voulant aller peut-être encore plus loin, mais en tout cas qui est sur des positions très particulières. Et donc ces théoriciens vont notamment prendre pour modèle et aller chercher et exhumer Robert Faurisson.
Donc ce sont eux qui vont véritablement être les agents, les impresarios de Robert Faurisson. Mais cet intérêt pour Robert Faurisson va de pair avec un intérêt pour Paul Racinier et l'idée de dire nous nous inscrivons dans une tradition de révisionnisme historique, c'est-à-dire que nous poursuivons les travaux qui avaient été faits par Jean Norton Crue pour la Première Guerre mondiale ou d'autres. Enfin, nous nous inscrivons dans cette école d'historiens libres qui justement ne sont pas tributaires de la force des États. Et puis ces groupuscules ultra-gauche négationnistes continuent aujourd'hui. La vieille taupe continue, il y a toujours des brochures, il y a toujours une activité sur Internet, évidemment, un peu frénétique. Mais enfin, il faut bien dire que l'audience de ces groupes est de plus en plus nulle. C'est-à-dire que ces groupes ont tendance à disparaître. Et là, on a vu une métamorphose progressive de l'idée négationniste ces dernières années. Et je dirais que l'élément qui a été fondamental, c'est l'attentat du World Trade Center. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'attentat du World Trade Center a été commis, ça a coïncidé avec une résurrection de la sous-culture conspirationniste. Et on a vu des gens expliquer que c'était les Russes qui avaient fait le coup, que c'était les Juifs qui avaient fait le coup, que c'était Bush qui avait lui-même détruit les tours pour légitimer la guerre en Irak. Enfin, vous connaissez les divers raisonnements qui ont été faits à cette époque-là. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que cette thèse négationniste, elle est devenue l'un des fleurons de la sous-culture conspirationniste. Et donc aujourd'hui, si vous allez dans les librairies, les sites internet conspirationnistes, vous avez comme ça un éventail de textes, dont les textes négationnistes qui sont pris comme argent comptant avec la vérité sur les Templiers, la vérité sur les Illuminati. Mais voilà, on est dans cet ensemble-là. Et c'est là qu'on voit un phénomène nouveau, et c'est là où je rejoins le thème du colloque, c'est qu'on voit un État, l'Iran, qui va, pour le premier, véritablement organiser une exposition pour relayer ce qui n'était jusqu'alors qu'une sous-culture, mais de underground. Moi, si je m'intéresse à ces mouvements-là, c'est parce que justement, ils sont marginaux, minoritaires, et qu'ils le restent, heureusement, et c'est intéressant de les étudier historiquement. Mais tout à coup, vous avez des États, parce que ça commence avec l'Iran, et puis il y a une diffusion sourde. Alors il y a la diffusion par la voie de l'édition, Serge Klarsfeld, c'est formidable, Aladdin, là dont j'ai découvert l'existence, évidemment c'est nécessaire, mais il y a aussi il y a évidemment tous ces livres qu'on peut acheter un petit peu partout, puis vous avez ce relais par d'autres États, c'est-à-dire il faut quand même aller voir un peu maintenant du côté de Chavez, de ce côté-là, il y a une grande sympathie pour l'Iran, les textes se promènent, vous savez, Hugo Chavez est un personnage très curieux parce qu'il faut savoir qu'il est à la fois donc le président populiste, un populisme de gauche, pourrait-on dire, le président du Venezuela, et en même temps, il est militant de la 4e internationale. C'est-à-dire que lors du congrès de 2010 de la 4e internationale trotskiste qui s'est tenu à Ostende, il y a une délégation qui est venue pour dire Hugo Chavez adhère à la 4e internationale. Donc un État, si vous voulez. Voyez, donc là, et lui, par ailleurs, est très proche d'Ahmadinejad et relaye ces idées-là. Donc là, il y a vraiment maintenant, c'est assez nouveau, si vous voulez, on pourrait dire des États dissidents, des États qui relaient une sous-culture. Et là, c'est un phénomène qui est très intéressant. Alors certes, l'Égypte de Nasser a diffusé des textes antisémites, bien sûr, ça n'a rien de nouveau. On a toujours vu de nombreux États arabes, notamment à Beyrouth, on trouve tout ce qu'on veut depuis toujours, tous les textes possibles et imaginables, mais la mise en avant spécifique du négationnisme, ça, c'est un phénomène par un État. Ça, c'est un phénomène nouveau et paradoxal, parce que c'est vrai qu'ils ne connaissent pas bien ce phénomène-là, et qu'au moment même, c'est très curieux, parce qu'en Iran, je me souviens d'avoir vu un documentaire là-dessus, au moment même où il y avait donc cette exposition qui était hallucinante, négationniste, organisée par l'État. Ça rappelait l'exposition sur les Juifs de la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, c'était un truc vraiment effrayant. Au même moment, était diffusé à la télévision iranienne un feuilleton sur la Deuxième Guerre mondiale, dans lequel, justement, alors, on montrait les déportations, la souffrance des gens.
Donc vous voyez, c'était très, on sent que cet État, enfin la société iranienne en tout cas, est manifestement tiraillée par des influences contradictoires. En tout cas, ce que je voulais dire pour ne pas monopoliser la parole, c'est que je crois que ce que nous vivons aujourd'hui dans l'histoire du négationnisme, c'est véritablement le fait que le négationnisme aujourd'hui devient un cas particulier de cette pieuvre conspirationniste qui, elle, s'étend de plus en plus. Et je dirais qu'aujourd'hui, le vrai danger, peut-être, c'est la prolifération de cette sous-culture conspirationniste qui a de plus en plus d'adeptes, d'ailleurs des gens très connus, d'ailleurs, qui viennent vous parler de dire qu'ils sont sur, par exemple, le World Trade Center ou d'autres. Et là, je pense qu'il y a un vrai motif d'inquiétude. Et au fond, ce que font des États comme l'Iran ou d'autres, c'est inscrire la force d'un État dans justement la diffusion d'une sous-culture qui était vouée aux marges. Voilà.